Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Car le maire de Gap, Roger Didier, a entamé depuis une semaine, depuis le lundi 12 septembre, une grève de la faim pour protester contre la fermeture de 2 classes de primaire. Bonjour Roger Didier. Bonjour. Alors d'abord, comment vous sentez-vous ? Bien, écoutez, pour le moment, je suis suivi quotidiennement par le corps médical, donc je ne me sens pas mal, mais bon, un petit peu affaibli quand même, hein, parce Forcément. que à la fois la perte de poids et le fait de ne s'alimenter qu'avec de l'eau un petit peu sucrée, ça pose problème, vous en doutez. Évidemment. Alors comment avez-vous pu penser à une méthode si radicale pour lutter contre la fermeture de classe ? Vous savez, quand on a ce genre d'obligations qui nous sont faites, nous essayons d'abord le blocage de l'inspection académique, puis ensuite une pétition, puis ensuite un contact avec les parents d'élèves, etc., etc. Et puis, quand vous avez épuisé toutes ces solutions, voyant qu'il n'y a pas de réponse du côté, je m'exprime un petit peu fortement, mais du côté adverse, eh bien, nous employons d'autres méthodes. Et je n'ai jamais eu à recourir à ce genre de méthode. Malheureusement, je considère que à la fois l'école de Porte-Colombe, puisqu'il s'agit d'elle, et la classe en question sont des éléments stratégiques d'une ville de la ruralité, la ville de Gap étant la première commune agricole du département des Hautes-Alpes, mais aussi la préfecture. Eh bien, pour une ville de la ruralité, pour une ville comme la ville de Gap, ville moyenne de province, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des classes de façon aussi massive, puisque dans les 5 années qui viennent de s'écouler, la même école a subi 3 fermetures de classes. Mais ce qui est vraiment fort dans votre combat, Roger Didier, c'est qu'on a l'impression que ce combat, qui est évidemment celui d'un maire, aujourd'hui, il vous prend littéralement aux tripes, puisque avec cette grève de la faim, vous l'avez intériorisé. C'est vrai, on dit toujours que les maires sont des acteurs de terrain, des acteurs de territoire, et ils collent très très fort à leur même territoire. Donc, c'est ce que je vis, moi, je suis à mon 4e mandat. Oui. Je considère que pour le service que je dois à mes concitoyens, cet engagement est certes un engagement risqué et très très fort, mais je le cours et je prends ce risque. D'accord. Alors Roger Didier, finalement, expliquez-nous ce qui se passe avec ces classes. Vous l'avez dit, hein, vous l'avez expliqué, ce ne sont pas les premières fermetures. Comment on en arrive là ? Qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ? Bien, il y a d'abord une information qui nous est donnée dans le courant du printemps. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un conseil départemental de l'éducation nationale pour présenter la carte scolaire. La direction de l'académie le fait. Et il y a déjà eu une alerte pour nous, à savoir la fermeture de 2 classes sur la ville de Gap, avec un vote final de cette carte très très négatif, puisque sur 24 votants, il y a eu 20 votes contre, 21 votes contre, 3 abstentions et 1 pour. Oui. Donc il y a déjà ce risque pour l'éducation de voir des maires se rebeller quant à la fermeture de certaines classes. Et puis, il y a eu le cheminement sur cette école de Porte-Colombe. Nous avons une école qui est un peu atypique, car elle est située à proximité de notre hôpital. Vous savez combien il est difficile pour une ville moyenne d'accueillir des soignants. Si nous ne prenons pas garde de leur donner un petit peu un confort de vie, Bien sûr. un accueil satisfaisant pour leurs enfants, à proximité immédiate de leur lieu de travail, eh bien ces soignants vont voir ailleurs ce qui se passe. Donc ce n'est pas seulement un désastre pour l'éducation et pour les enfants, mais c'est évidemment tout ce que ça va entraîner en chaîne derrière, notamment la perte des soignants et puis de d'autres personnes qui tout simplement ont besoin d'avoir une vie en famille. Oui. C'est pour ça que cette école est stratégique. Ensuite, c'est l'école qui accueille les migrants. Les migrants nous sont envoyés par le CADA et nous devons les accueillir. Ces migrants qui arrivent tout au long de l'année étaient au nombre de 18 lors de la dernière année scolaire et ils n'ont pas été inscrits dans les effectifs. Autrement dit, on surcharge avec des migrants que nous voulons accueillir dans de bonnes conditions. Pour cela, il faut véritablement que tout soit pris en compte.
Et puis, il y a une dernière information. Dans les mois et semaines et mois qui viennent, nous allons avoir à accueillir dans un couvent à proximité, à même pas 150 mètres de l'école, un couvent qui abritait avant des Sœurs de la Providence, 86 logements qui vont accueillir 86 familles. Et ces 86 familles vont devoir aller à l'école de proximité qui est celle de Porte-Colombe. Donc, autrement dit, pourquoi fermer des classes alors réouvrir, bien sûr. Nous allons avoir énormément besoin de cette école. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant à vous dire. C'est aussi le fait que la ville de Gap a été nommée comme une ville action cœur de ville par le gouvernement. Et quand on dit action cœur de ville, c'est qu'on veut garder un centre-ville dynamique. Et comment faire pour avoir un centre-ville dynamique si nous n'avons pas des écoles de proximité à même de recevoir ces nouvelles familles qui vont arriver? Si vous voulez, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Évidemment. Mais pourquoi l'éducation nationale souhaite aujourd'hui fermer ses classes sans parler du fait qu'elle ne sache pas faire de prévisions sur le fait que de toute façon il y aura de nouvelles familles, d'après ce que vous dites, avec ces logements sociaux qui vont ouvrir. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas assez d'enfants, d'élèves dans ces classes? Les classes sont vraiment vides? Non, cette école est en augmentation d'effectifs. Alors vous allez me dire, monsieur le maire, 8 élèves supplémentaires, c'est pas énorme. Mais par rapport à l'année passée, elle est à plus 8. Donc, comment se fait-il qu'au moins on ne maintient pas l'existant? Pourquoi? Parce que vous avez affaire à un maire qui a les arguments que je viens de développer devant vous, et d'un autre côté, vous avez une directrice académique qui ne se base que sur des chiffres. Et les chiffres, pour la ruralité, doivent être pris en compte avec beaucoup de précautions. Bien sûr. D'accord. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que l'éducation nationale a une grille de chiffres. Vous ne remplissez pas ces chiffres visiblement, malgré le fait que vous ayez plus d'élèves que l'année dernière. Donc elle décide de fermer les classes. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait l'année précédente alors? Exactement. Le problème, c'est qu'il y a un petit peu incohérence dans nos discours, si vous voulez. Les relations, lorsque nous nous sommes entretenus avec la directrice académique, ont été très cordiales, mais le discours que nous avions, elle et moi, ce sont deux discours totalement différents et nous butons là-dessus. Alors, ce que je dois vous dire ce matin, c'est que j'ai fait des interventions au plus haut niveau de l'État, auprès de la Première ministre, mais également auprès de la présidence de la République. Et hier, pas plus tard qu'hier, dans l'après-midi, j'ai eu un retour des conseillers du président de la République qui vont solliciter le recteur d'académie, M. Beignet, pour qu'il arrive à me rencontrer. Et le rendez-vous est fixé jeudi en fin de matinée, ce qui, je l'espère, débouchera sur une solution de façon à ce que, à la fois, je puisse retrouver une santé tout à fait correcte et que mes concitoyens, surtout mes concitoyens, puissent eux aussi retrouver un confort de vie acceptable. Alors, Roger Didier, vous avez abordé tout à l'heure le fait que vous accueillez déjà des migrants, vous le dites, et c'est intéressant parce que c'est justement particulièrement d'actualité. Emmanuel Macron, le 15 septembre, à la réunion des préfets, a annoncé un nouveau projet de loi sur l'asile et l'immigration qui mettrait en place ce système de répartition de celles et ceux qui arrivent sur notre sol, comme il le dit. Écoutez-le. Nous savons offrir de l'hébergement, de l'urgence et de l'intégration dans ces régions à des femmes et des hommes qui arrivent sur notre sol. Les conditions de leur accueil seront bien meilleures que si nous les mettons dans des zones qui sont déjà densément peuplées, avec une concentration de problèmes économiques et sociaux massifs, et où vous avez déjà trop d'élèves par classe, et où parfois vous vous retrouvez avec des classes qui ont 10 à 15 élèves allophones. C'est ça la situation qui est la nôtre. Elle est absurde. Donc, vous l'avez compris, sur ce sujet, il nous faudra mobiliser, à la fois changer nos règles, mais je veux qu'on mobilise aussi l'intelligence collective, et là-dessus, qu'entre nos régions, on puisse créer un système de répartition bien meilleur, justement, de celles et ceux qui arrivent sur notre sol.
Alors, deux choses intéressantes. Finalement, vous nous dites que ce système de répartition existe déjà, d'après ce que je comprends, puisque vous recevez déjà des migrants. Et ensuite, qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous de ce système qui permet de répartir des migrants un peu partout en France, plutôt que de les concentrer, par exemple, dans certaines grandes villes telles que Paris ou la région parisienne? Écoutez, je peux vous dire d'abord que notre département est frontalier de l'Italie. Et on sait très bien que beaucoup de migrants arrivent de l'Italie pour éventuellement passer chez nous et ensuite poursuivre éventuellement leur trajet vers d'autres destinations. Mais certains, et en nombre, restent chez nous. Alors il y a ceux qui sont accueillis parce qu'ils sont en toute légalité sur notre sol, et puis il y a ceux qui malheureusement devraient rentrer dans leur pays et restent sur notre territoire. Donc, effectivement, nos territoires accueillent déjà des migrants. Mais encore faut-il que l'on puisse donner à ces gens qui légalement peuvent rester sur notre sol toutes les conditions de vie et d'accueil qu'ils souhaitent, mais également que nous leur devons. Donc, quand on pense que la ville de Gap, actuellement, a dans sa population, allez, on va dire entre 100 et 200 migrants, avec une population comme la nôtre, comment penser que nous pourrions accueillir dans de toutes petites communes qui ne sont que de 200, 250, des fois 70 habitants, des migrants qui ont besoin quand même d'un minimum de services publics pour pouvoir à la fois, par exemple, apprendre notre langue, pouvoir se déplacer dans de bonnes conditions avec le peu de moyens qu'ils ont, etc., etc. Donc, il faut faire une étude fine, et je peux vous dire que une radio locale, certains de vos collègues ont déjà un petit peu lancé un mini-sondage sur la volonté ou non d'accueillir des migrants. Je peux vous dire que, pour le moment, la réponse est assez négative. Donc, autrement dit, je crois qu'il faut aller au cas par cas et ne pas considérer que toute la ruralité, tous les territoires ruraux peuvent satisfaire à ce besoin qu'évoque le président de la République. La question que cela pose, en effet, Roger Didier, vous l'avez dit, il y a des communes qui sont constituées elles-mêmes de 100 à 150 personnes et on enverrait une centaine de migrants ou voire 150. Donc déjà, comment imaginer que l'intégration se fasse bien quand finalement le nombre d'arrivants sont plus nombreux que les anciens habitants? Cela pose une première question. Et la deuxième question, c'est celle que vous abordez notamment à travers votre grève de la faim. C'est-à-dire que les services aujourd'hui étant déjà trop absents de cette ruralité, ces personnes-là, évidemment, n'auront pas plus accès que les autres. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison non plus qu'ils aient plus de droits que ceux qui souffrent déjà du désert, on va dire, de services publics dans la ruralité. Donc peut-être qu'il faudrait avant tout s'occuper des habitants déjà sur place, non ? Je suis tout à fait de votre avis, madame, sachant que nous sommes quand même frontaliers avec l'Italie, qui est un fort pourvoyeur de migrants de par sa situation géographique. Tout nous en accueillons, mais ce que vous dites est parfaitement vrai. Nous avons aussi à servir nos concitoyens. Et nos concitoyens attendent de nous à la fois que nous soyons des gens accueillants, bien évidemment. Nous ne pouvons pas laisser de pauvres gens sur le bord de la route systématiquement, mais nous devons aussi des services à nos concitoyens. Et je peux vous dire que je fais des rencontres bi-hebdomadaires avec mes concitoyens que je reçois en mairie. Eh bien, quand on voit le désespoir de certaines familles, le désespoir de certaines personnes qui viennent me rendre visite, vous avez raison de dire qu'il faut aussi penser à nos propres concitoyens. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Roger Didier, maire d'Hiver Droite de Gap. Et donc, vous avez entamé une grève de la faim depuis maintenant 1 semaine et 1 jour. Surtout, bon courage. Prenez soin de vous. Nous savons que c'est un combat pour tout l'ensemble de la commune, mais malgré tout, prenez soin de vous avant tout, cher monsieur. Et puis, on prendra de vos nouvelles régulièrement. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.